En 1871, les troupes françaises capitulent face aux Prussiens. Ceux-ci annexent l'Alsace-Lorraine. Ils imposent aux habitants un choix terrible. Soit ceux-ci veulent conserver leurs biens et ils doivent devenir prussiens, soit ils souhaitent conserver la nationalité française et ils doivent alors quitter leur province natale et abandonner ce qu'ils possédaient. Beaucoup préféreront l'exil et certains viendront dans le Val-de-Drôme. Ils amènent avec eux les métiers qui leur sont familiers comme le travail de la pierre, jusque-là peu pratiqué localement. Ainsi va naître une usine à billes, tout d'abord à Cobonne, puis à Blacon. Elle fut bien connue dans la région pour avoir fourni du travail aux paysans locaux et son arrêt en 1982 a été durement ressenti. Par chance, il nous reste, avec la famille Barral, implantée à Alex, des témoins de son existence, puisqu'après les fondateurs alsaciens, à la fin des années 1870, ce sont des générations de Barral qui ont fait tourner l'entreprise. La seule, à ma connaissance, usine de billes existante en Europe était en Alsace. Et elle a été abandonnée à la suite de la guerre de 70 et de la prise de l'Alsace par les Prussiens. Et un certain monsieur Adnet, bien impliqué dans la fabrication des billes, a émigré, comme beaucoup d'Alsaciens, en France, et lui il s'est trouvé à Cobonne et il a vu qu'il y avait à Cobonne des pierres qui étaient tout à fait ce qu'il fallait, parce qu'à l'époque les billes étaient en calcaire très dur, et du coup ça lui a donné l'idée de fonder une usine de billes, et il s'est associé avec un monsieur Gamon qui lui était un local, et ils ont fait venir pas mal d'ouvriers alsaciens que les gens ont pris pour des Allemands parce qu'ils avaient un accent qui n'était pas celui de la Drôme. Au départ, ils faisaient des petits cubes en pierre. C'était les gens qui faisaient ça à la veillée, les paysans. Ils appelaient ça la riboule. Hein. C'était la même chose que de nettoyer les noix ou les châtaignes. Ils faisaient aussi des cubes le soir à la veillée pour arrondir un peu leurs revenus. En famille, oui, ou avec les copains, il y avait ceux qui cassaient des pierres, ceux qui jouaient à la belote. C'était les veillées d'hiver, étaient occupés comme ça. Pour le moment, au stade où nous en sommes de l'histoire, c'est dans une autre famille que la vôtre. Tout à fait. Qu'est-ce qui va se faire qu'à un moment donné, ça rencontre les ancêtres de la famille Barral? Ils étaient à l'origine des fabricants de toiles et de molletons. Et ils avaient compris que compte tenu du trafic, trafic au sens noble hein, du mot, économique qui se passait à Crest, à partir notamment de la laine, il y avait un besoin de financement qui était important. Et mon arrière-grand-père et un monsieur Réplin, qui était un ancien cadre dans une banque à Die, je crois, s'est associé à mon arrière-grand-père pour créer une banque. Et la banque Réplin-Barral a prêté de l'argent à ces Alsaciens. L'affaire de billes de Cobonne était mal gérée, enfin, toujours est-il qu'ils ne remboursaient pas leurs dettes et qu'à ce moment-là, ça a inquiété donc mes ancêtres qui se sont dit allons-nous les laisser tomber en faillite, mais s'ils sont en faillite, nous on ne va rien récupérer. La sagesse serait de reprendre cette usine et de la faire marcher nous-mêmes. Et ça date autour des années 1882-83 par là. Crest, à ce moment-là, il y a plein de fabriques. Enfin, c'est un temps de petits industriels. Crest, comme toute la région, depuis presque une centaine d'années,
était assez branché, au point de vue industriel, sur la soie. L'élevage des vers à soie, et le dévidage des cocons, de façon à filer cette soie qui était acheminée après sur Lyon. Ceci grâce à l'énergie hydraulique des canaux qui dérivaient de la Drôme ou de ses affluents comme la Gervanne par exemple. La soie est tombée, mais il se trouve que Cray était la ville où il y avait le seul pont pratiquement sur la Drôme, dans l'axe du passage des transhumants. Les transhumants qui venaient de la Provence ou de la Camargue et qui montaient par là. C'était le premier endroit où il y avait une industrie de la filature, comme je venais de vous l'expliquer. Donc, la laine a pris la relève de la soie et s'est concentrée beaucoup sur Cray parce que c'était l'endroit où les moutons venaient et où ils étaient tondus sur place parce que c'était plus simple plutôt que de les tondre là-bas et de transporter la laine. Puisqu'ils devaient venir ici, on les tondait aussi ici. Et en plus, étant donné que c'était un point de concentration de la tonte, et beaucoup de gens venaient de l'extérieur, même de Lyon ou d'ailleurs, pour venir acheter de la laine là. Ce qui a donné des idées aussi, probablement à mes ancêtres ainsi qu'à d'autres, de prêter de l'argent pour ces transactions induites par ce commerce de la laine. Ce qui est amusant dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que à la fois ce sont des fabriques qui tiennent du génie local, si je puis dire, de ce qu'on savait faire, puis en même temps on voit des gens qui négocient avec Lyon, on voit des gens qui profitent des troupeaux de Provence. Il y avait une ouverture quand même. Ah, certainement. Il y avait premièrement une ouverture, et ce qui est, je trouve, intéressant quand je me penche un peu sur l'histoire de ma famille, ils ont cherché à ce que leurs enfants sortent un peu du cadre, au moins pour leurs études, ne serait-ce que pour leur mariage d'ailleurs. Plusieurs exemples de jeunes filles qui étaient en pension dans l'Isère, du côté de Romans, par là, une pension bien réputée, et que les sœurs trouvaient des fiancés à leurs frères. Ces Crétois d'origine paysanne ou vraiment locale ont eu, je pense, l'esprit ouvert par les contacts qu'ils ont eus avec tous les gens qui ont été, soit qu'ils étaient amenés à contacter pour leur commerce, soit qui venaient eux pour acheter, et voilà. Alors voilà votre famille qui se trouve en tête d'une usine à billes, une usine à billes qui marchait pas tellement. Alors on se demande comment est-ce qu'ils ont réussi à remettre tout ça sur pied. Vraisemblablement, dans cette affaire de billes, il y a eu une mauvaise gestion. Donc, je suppose que mon arrière-grand-père, ayant compris ça et l'ayant remise à ses enfants après, avait vu que avec une bonne gestion, ça pouvait tourner. Même lorsque l'entreprise va très mal, c'est-à-dire à la fin, elle produit 140 000 billes, ce qui veut dire que lorsqu'elle allait bien, elle devait en produire. Il y avait un marché énorme. Oui. C'était l'époque coloniale. Mes ancêtres avaient des agents dans tous les pays de la colonie. Donc en Afrique du Nord beaucoup, en Asie et puis en Europe. Parce que les enfants jouaient aux billes. Et c'était la seule usine de billes qu'il y avait. Enfin, il y avait des billes en agate de très cher pour les petits enfants. Je me rappelle que moi-même, j'habitais avec mes parents au Maroc, je jouais aux billes, comme tout le monde. On jouait avec des billes en terre de mon grand-père, ou en pierre ou en terre. Et quand on avait gagné, eh ben on gagnait une bille en agate. Au début, l'usine est à Cobonne, oui. Mais elle va déménager. Oui, elle a déménagé, je pense, en 1885 par là. L'acquisition, si je ne me trompe pas,
doit dater de 1877, de 1880 par là. Et assez vite, ils se sont mis à Blacon, parce que là, il y avait un canal qui était mieux alimenté en eau, plus puissant, et qu'ils avaient décidé de faire une turbine à partir de ce canal et de faire marcher à l'électricité leur usine. C'est un malaxeur qui a servi à malaxer la terre, vous voyez, pour la purifier, quoi, pour pouvoir mieux la travailler, pour fabriquer des billes ou autres. Vous avez plusieurs modèles, vous voyez là. Petit carré, c'était pour faire les petites billes comme vous avez là. Vous voyez. Les agriculteurs, l'hiver, quand ils avaient un peu plus de temps, eh bien, on leur portait des cailloux. Donc ils emmenaient ça avec des tombereaux tirés par des chevaux et on leur emmenait des pierres et après ben, ils avaient des marteaux, ils cassaient des carrés comme vous avez là. Et le gros carré que vous avez là, eh ben, c'était pour fabriquer les billes comme vous avez là. Vous voyez, parce que ça, en somme, après, une fois que c'était cassé, ils mettaient ça dans des sacs comme vous avez là. Les emmenaient toujours par tombereau avec des chevaux à l'usine à Cobonne. Donc ici vous avez la partie dormante de la meule. Donc c'est circulaire, vous voyez là. Donc une fois qu'ils avaient rempli les rainures, et bien, ils baissaient la meule au maximum. Et après, une fois que c'était prêt, ils mettaient en route. Et pour pouvoir ronger la pierre, et bien, il fallait autre chose. Donc c'était jamais que du sable très abrasif avec de l'eau, et au fur et à mesure que la pierre se rongeait, ben, il baissait la meule au maximum pour qu'elle puisse venir bien ronde comme vous avez là. C'est pour fabriquer en somme des billes beaucoup plus grosses. Donc vous avez les mailles qui sont beaucoup plus larges, donc c'était pour rouler des billes comme vous avez là, vous voyez là. Mais alors là, c'était quoi? C'était pour de la pétanque soit pour jouer à la pétanque, donc on appelle ça un cochonnet, ou autre, pour les billes aussi on s'en servait. Oui, parce qu'en somme, il y a eu d'abord la bille en pierre, la bille en terre cuite, et la bille en aglo. Alors la bille en aglo, c'est jamais que des grains de sable, et c'était grossi dans les courges, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous voyez là. Donc sans verser trop de chaud d'un côté, ni trop d'eau, eh bien, il fallait plusieurs heures, voire des journées, pour pouvoir fabriquer une bille comme vous avez là, tout en faisant des milliers. Si vous cassez une bille comme vous avez là, ben, vous avez le noyau au milieu, vous avez des couches successives de ciment. Voyez. Ça, c'était des tonneaux fabriqués en bois. Donc c'était pour stocker les billes, une fois la fabrication faite. Ça avait démarré avec les billes en pierre selon disons les pratiques que les Alsaciens avaient amenées, mais très vite ils ont été obligés de constater qu'ils ne pouvaient plus continuer à faire des billes en pierre parce que les paysans ne voulaient plus, ou tout au moins à des prix compétitifs,
faire ce travail de cassage des pierres. Mon grand-père a dû trouver une autre solution que la pierre. Et ça nourrit beaucoup les esprits de voir l'ingéniosité avec laquelle et le souci qu'il a mis à pouvoir continuer à faire des billes, mais de façon différente. Une fois par semaine, il y avait la mise en couleur. Donc mon grand-père, la mise en couleur, il voulait absolument être là, parce que c'était important. Donc aujourd'hui, il faut pas lui parler, c'est la mise en couleur. Vous avez visité évidemment cette usine. Oui. Alors, c'était comment dedans? J'ai le souvenir donc du boucan que faisait j'avais peur, vraiment, j'avais peur, tellement ça faisait de bruit. Et puis il y avait des courroies partout, c'était vraiment impressionnant. Et puis j'ai le souvenir aussi que mon grand-père m'avait mis, parce que les billes, lorsqu'il les conditionnait dans des petits sachets pour les vendre ou dans différents conditionnements, quelquefois il envoyait par fût à des grossistes et puis quelquefois il faisait des petits... Alors il y avait une grande cuve en bois qui devait faire 3 ou 4 mètres cubes de billes, et puis toutes les couleurs mélangées. Et puis il y avait des ouvrières qui prenaient ça avec des planches et pour les compter, ça faisait y avoir 100 billes par planche, puis elles les mettaient. Et mon grand-père m'avait mis là au milieu, mais j'étais émerveillé là. Et puis après, il m'en a donné une seule. Alors et il m'a expliqué, tu sais, une bille, ben regarde tout le travail que c'est, etc. Donc c'est un gros cadeau que je te fais. Et il m'a fait tout un cours sur la valeur du travail. Dans mes souvenirs d'enfance aussi, dans les discussions, il y avait les discussions à propos du canal, avec la thune notamment, je me rappelle. Le niveau, la pression, puis probablement le nettoyage, enfin je ne sais plus. Mais la gestion des canaux était très importante. Ah oui, c'est là. Voilà. Madame et Monsieur, au nom de tous les ouvriers, permettez-moi de vous faire l'interprète des sentiments que nous éprouvons en ce jour. Tous, nous réjouissons de cette union si bien assortie qui fera votre bonheur. À l'occasion du mariage de leur fille, j'ai trouvé des documents d'ouvriers qui avaient fait une lettre très chaleureuse. Et ils avaient fait un cadeau, et il y a la signature de chacun des ouvriers, et j'en ai trouvé 20. Donc je pense qu'on peut se baser à peu près sur ce chiffre pour dire combien il y avait de personnes. Probablement que beaucoup de ces ouvriers étaient également paysans, c'est-à-dire... La Drôme était essentiellement cultivée par des paysans qui avaient des petites superficies, qui faisaient de la polyculture. On voit cette maison où nous sommes là, par exemple, ils avaient 5 hectares. Et les femmes entretenaient tout ça. Et les hommes travaillaient aux usines. Ce qui a permis justement de fournir une main-d'œuvre qui permettait d'avoir un complément de revenus pour les familles et une main-d'œuvre quand même assez importante de gens travailleurs. Mon grand-père, en plus, pour arrondir ses fins de mois, parce qu'il avait des enfants, etc., faisait de la représentation.
Il avait des cartes importantes comme les essences des marais, les sucres Seguin et d'autres produits. Jusqu'au moment où, après la guerre de 40, il a cédé à ses deux fils aînés ses représentations et lui s'est occupé complètement, ses frères étant morts, de la question commerciale et de la question fabrique de l'usine à temps complet. Au passage, ceci nous donne une indication. Il ne devait pas en vivre considérablement. S'il était obligé d'avoir un petit boulot de complément, c'est que probablement on ne faisait pas fortune avec les billes. Bon. Non, malheureusement, non. Je peux vous dire que non. À la mort de mon grand-père en 60, l'affaire a été gérée par son gendre, Monsieur Ballandreau, René Ballandreau, qui l'a géré pendant une dizaine d'années, alors complètement, jusqu'à ce qu'il décède lui-même. Et après, la vente des billes allait en décroissant beaucoup, et mon père, qui a été à la retraite, parce qu'il a eu toute sa carrière au Maroc, qui était à la retraite dans la région de Valréas, venait 2 ou 3 fois par semaine se rendre compte de la chose, tout en réintroduisant des neveux dans l'affaire, de façon à pouvoir lui-même après céder. Mais malheureusement, la vente des billes dégringolants tout le temps, ils ont été obligés de s'arrêter autour des années 82-83, d'arrêter complètement.